tous et bienvenue sur le podcast Le Sport à la loupe. Nous revoici avec un nouvel épisode. Salut Jérôme. Salut Sandra. Et on se retrouve, on est la veille quand même du J-100. Tout à fait. Donc J-101 aujourd'hui. J-101 effectivement, mais J-100 de quoi ? Tout simplement de l'ouverture des Jeux Olympiques de 2024 effectivement. Oui. J'ai failli bugger. Pourquoi ? Pour une bonne raison. Exactement. Parce qu'en fait, on va vous faire un parallèle avec les Jeux de 1924, étant donné que J-100, 100 ans en arrière, c'était effectivement... Une belle analogie, on va dire. Exactement. Parce que c'est pour la troisième fois, on reçoit les Jeux à Paris. Donc après 1900-1924, nous voici très prochainement, en tout cas, à Paris 2024. Et c'est vrai que c'est quand même encore une fois un événement qui est... pas mal attendu, c'est quelque chose que l'on vit en général une fois dans notre vie, la preuve 100 ans. Donc peut-être qu'on ne reverra pas les prochains, on ne sait pas ce qui peut arriver. Mais voilà, on s'était dit pourquoi pas faire un parallèle de ce qui s'est passé en 1924 et ce qui va tout simplement se passer en 2024. Tout à fait. Alors, malgré tout, en 1924, il y a eu quand même pas mal de choses, on le sait, on avait déjà fait aussi dans des podcasts, avec l'arrivée des femmes par exemple, il y a eu plein d'anecdotes, il y a eu plein de choses, on est plutôt force de proposition, on va dire en général en France, ou tout au moins il y a des choses qui se bousculent, donc c'est plutôt pas mal. Alors 1924, c'était la 8e Olympiade, ce qui fait un peu bizarre quand on dit 8e. Ça fait loin. ça fait effectivement un peu loin, alors quand même, ça reste quand même tous les 4 ans. Et cette 8e Olympiade s'est déroulée du 4 mai au 27 juillet, ce qui représente quand même 84 jours de compétition. Alors vous allez bien évidemment très vite comprendre, parce que les Jeux Olympiques dans leur ensemble, ce n'est pas pendant tous ces jours, mais voilà, les sports collectifs en général commencent régulièrement en avance, et là avait commencé pas mal, en tout cas en avance par rapport à ça. Et ces Jeux, justement, de Paris, alors faut que je fasse attention maintenant parce que j'ai toujours tendance à vouloir dire Paris 2024, mais Paris 1924, ça a vraiment été une nouvelle ampleur dans l'ère des Jeux olympiques. Et surtout, ce furent donc du coup les derniers de Pierre de Coubertin. Ah oui. Exactement. Je ne savais pas. Qui à l'époque était donc du coup à la présidence du CIO, donc du Comité international olympique. Et d'ailleurs, c'est grâce à lui aussi qu'on avait eu de retour les Jeux, justement, en 1924 à Paris, parce que notamment ceux de 1900 ne s'étaient pas forcément bien déroulés, ou tout au moins, pas forcément dans le déroulement, mais c'est vrai qu'il y a eu des quelques lacunes en termes de représentation, étant donné que cette même année, nous avions effectivement l'exposition universelle qui a donc du coup un peu noyé les Jeux Olympiques. Et donc c'est grâce à lui qu'on les a eus aussi peu de temps après du coup. Exactement, pour un petit peu justement remettre la France dans ce... Comme quoi nous sommes effectivement une nation de sport. Et la preuve, ça n'a pas loupé, vu que nous sommes toujours effectivement une nation, en tout cas de sport, ou très représentée. Donc voilà, mais en tout cas les derniers de Pierre de Coubertin, donc c'est pour ça qu'il y a aussi pas mal de choses qui ont été faites à ce moment-là, et nous avons effectivement très bien fait de les prendre. Et puis sans le savoir, voilà, quand on est sur une date de 100 ans après, c'était plutôt bien pensé à l'époque, même si on ne le savait pas. Alors, pourquoi déjà aussi ces jeux étaient assez extraordinaires ? C'est parce que c'est là aussi la première fois que des épreuves ont été commentées à la radio. Alors bien évidemment, on va pas parler de la télé, mais à la radio effectivement, et notamment avec 1000 journalistes accrédités. Alors on peut dire aujourd'hui c'est pas grand-chose, mais à l'époque c'est quand même beaucoup. Et donc c'est la première fois effectivement qu'on arrive dans une ère aussi médiatique, en tout cas pour les Jeux. Et vous allez voir d'ailleurs pas que médiatique, mais ça a été effectivement aussi un grand pas pour le côté très populaire et le côté très commercial aussi. Également, ces Jeux, c'est la toute première fois que l'on avait une cérémonie de clôture. D'accord. Ouais. Alors, qu'est-ce qui représente véritablement au final la cérémonie de clôture ? C'est le hissement des trois drapeaux, qui est donc celui du CIO, forcément, celui du pays hôte et celui du prochain pays hôte. Oui. Donc là, potentiellement, nous allons dresser... américain. Exactement. Et du coup, 1928, les Jeux, j'ai un titre de mémoire, c'était où ? Les Jeux de 1928... on va le chercher du coup pour... On va vous le mettre à l'écran, j'ai pas envie de dire... c'est pas Amsterdam, c'est peut-être effectivement. En tout cas, je sais que c'était en Europe. On cherchera. Ça, c'est sûr. En tout cas, on se rappelle tous de ceux qui étaient 8 ans après. Oui. Et notamment, justement,
Lors des Jeux de 1924, les Allemands n'ont pas été conviés, forcément. Donc, on avait quand même, donc en 1924, 44 nations. C'est quand même... Alors, bien évidemment, il y a un petit différentiel avec aujourd'hui, mais c'est quand même plutôt pas mal, parce qu'on a quand même fait un grand gap. Il me semble qu'on a quand même multiplié par 2. 3088 athlètes, et comme on l'a dit tout à l'heure, c'est là où effectivement on a ouvert un peu plus aux femmes, et on avait donc 135 femmes qui étaient présentes lors des Jeux de Paris 1924. Également, beaucoup de choses se sont déroulées au stade olympique de Colombes. Alors aujourd'hui, on le connaît davantage sous le nom de Yves du Manoir, mais à l'époque, c'était le stade olympique de Colombes, et c'est là où effectivement il y avait également le village olympique. Ah oui. Et pour la toute première fois, encore une fois, c'est également là où les athlètes étaient hébergés dans des petites cabanes en bois. Donc là-bas. Mais c'est la première fois justement qu'il y avait donc c'est vraiment une édition totalement novatrice. Et c'est pour ça qu'on est, comme on dit, on rentre vraiment dans une nouvelle ère. On a fait les choses bien, en tout cas apparemment à l'époque. Mais effectivement, entre guillemets, c'est la première fois qu'il y avait un espèce de village olympique. Et beaucoup de compétitions également se sont jouées à Colombes, bien évidemment. Et justement aussi, ces sports collectifs qui ont commencé en amont, donc comme le football, le rugby et le polo. C'est pour ça que la cérémonie d'ouverture était le 5 juillet, pardon. Donc comme quoi les représentations étaient avant. Mais non, les Jeux ne peuvent pas durer en tout cas 3 mois d'affilée, vous imaginez. Sinon, déjà le coût aussi pour les athlètes. Surtout maintenant, ouais. Surtout maintenant, effectivement. Mais voilà, donc du coup, cérémonie d'ouverture donc, au stade olympique de Colombes le 5 juillet. Et comme je vous l'ai dit précédemment, elles se sont terminées le 27 juillet. En tout cas, ces Jeux ont commencé le 4 mai, donc avec ces compétitions sportives. Qui demandent, très sincèrement, plus de temps. Oui. Donc, voilà. Également, il y a eu, donc forcément, si on retourne 100 ans en arrière, on était dans des lieux qui n'existent plus forcément aujourd'hui, ou tout au moins qui ont été transformés en d'autres choses. Donc, alors, comme là, on le dit, par exemple, le stade olympique de Colombes, maintenant, en tout cas, c'est le stade Yves du Manoir, d'ailleurs, qui a fait peau neuve pour Paris 2024. Et également, il y a eu le stade Bergère. Donc aujourd'hui, on retrouve les buts Bergère, mais en tout cas, le stade n'y est plus. Donc là où il y avait effectivement des matchs de football. La piscine des Tourelles, donc actuellement, alors bien évidemment c'est très Paris, banlieue parisienne, d'ailleurs beaucoup banlieue parisienne. Donc la piscine des Tourelles, alors pour le coup c'est intramuros, c'est dans le 20e. Et aujourd'hui c'est la piscine Georges Valeret, pour ceux qui potentiellement connaîtraient. Oui. Et d'ailleurs le stade Bergère et maintenant les buts Bergère sont dans le 19e arrondissement. Il y a eu également, donc on y retrouvait à la piscine forcément la natation. Je me demande d'ailleurs pourquoi on ne retrouve pas le basketball là-bas. Mais non, c'est bien la natation. Il y a eu également le vélodrome d'hiver. On a accueilli donc l'escrime, la boxe, la lutte, le poids et les haltères. Un autre stade bien connu et que tu connais bien également, donc qui est plus vers Vincennes, le stade Pershing. On en parlait il y a quelques semaines dans un podcast sur l'athlétisme. Et exactement, justement, parce que très connoté, mais pourtant, donc, ils ont accueilli le football. En tout cas, là-bas, et également, on peut rajouter dans les sites de 1924, il y avait donc un stand à Versailles, Meudon, Saint-Cloud, Issy-les-Moulineaux, Boulogne-Billancourt, l'hippodrome d'Auteuil, Bagatelle, le bassin d'Argenteuil et le stade de Paris. Donc très parisien, comme tu l'as dit. Dans tous les cas, je pense qu'à l'époque, de toute façon, il n'y avait pas non plus les financements pour partir. Alors c'est vrai que vous allez voir qu'après, Jérôme, il va vous montrer qu'aujourd'hui, on s'étend beaucoup plus, parce que même si c'est Paris, bon, Paris n'est pas la France, ça, on le dira toujours. Mais voilà, mais à l'époque, effectivement, alors... Dans tous les cas, il y avait 126 épreuves, donc on n'était pas non plus sur le même nombre, donc on n'avait pas non plus besoin d'avoir énormément d'infrastructures. Mais par contre, en 1924, c'est vrai qu'on a utilisé quand même quasiment toutes les infrastructures que l'on pouvait et qui étaient déjà présentes à Paris. Alors, quand on retourne un petit peu à l'époque, il y a beaucoup eu de constructions plus avant-guerre. Donc en fait, on les avait, et puis par chance, c'est qu'elles sont restées. Donc voilà, en tout cas, c'est ce qui a permis donc du coup au jeu de 1924 d'être étendu sur la région parisienne et Paris. D'accord. Alors, au-delà de ça, il y a eu pas mal de petites anecdotes sur ces jeux. Donc on a découvert
qui était plutôt sympa, parce que vous imaginez bien que du coup, nous n'avons pas l'âge pour avoir vécu ces jeux. Mais notamment, il y a eu Johnny Weissmuller, qui est devenu une star d'Hollywood après, parce que c'est l'interprète de Tarzan. Je ne savais À pas. l'époque, effectivement. D'accord. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc lui, il est en natation. Et en fait, il est né sur le sol... il est de Roumanie. Mais son frère, lui, est né sur le sol américain. D'accord. Et en fait, pour participer, il a usurpé l'identité de son frère. Parce qu'il était justement sur le sol américain. Donc, il a pris effectivement ses papiers pour pouvoir participer au jeu et remporter 3 médailles d'or aux 100 mètres, aux 400 mètres et aux 4 fois 200 mètres. Et également, une médaille de bronze avec l'équipe de water-polo. Alors, à l'époque, pareil, hein, les athlètes étaient... Multi-sport. Exactement, parce que aujourd'hui, c'est sûr que ce serait pas possible, on a tellement d'athlètes que voilà. Mais donc ça, c'est une première petite anecdote sur Johnny Weissmuller. En tout cas, c'est quelque chose qui fait partie intégrante de l'histoire des Jeux de 1924. Je ne sais pas d'ailleurs si après, parce que forcément on le sait aujourd'hui qu'il y a eu usurpation ou autre, mais je pense qu'à l'époque c'était déjà aussi moins restrictif. Également, il y a quand même eu de la prouesse sportive, parce que d'ailleurs en 1922, c'est le premier à être passé en dessous de la minute pour le 100 mètres avec 58,6 secondes. Donc D'accord. voilà, dans tous les cas, il surpassait déjà tout. Également, petite anecdote, le rugby à 15, on pourrait se poser la question pourquoi ça fait longtemps qu'il n'y est plus au jeu. Oui. Parce que la dernière édition, c'était effectivement en 1924. Exactement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y avait alors à l'époque, effectivement, il y avait un total désintérêt sur le rugby. Il faut quand même se souvenir que le rugby, on en a fait un podcast également, le rugby à l'époque était très classe CSP, étant donné que c'était dans une école privée, à rugby justement, etc. Donc, c'était pas non plus, il n'y avait pas une ferveur, c'était très, très privé, entre guillemets, et c'était pas comme aujourd'hui, c'était pas encore devenu, en tout cas, ce sport populaire. Mais voilà, il y a eu un désintérêt, mais cependant, nous avons quand même le rugby. À 7. Et exactement, en 2024. Mais voilà, rugby à 15 en tout cas, et c'est pas encore revenu. Et notamment, petite anecdote sur le rugby à 15. Bien évidemment, alors, nous n'étions pas beaucoup de nations, mais la France était présente. Je pense que nous, de toute façon, on est toujours présents. Mais on a affronté les États-Unis en finale. Nous avons perdu. D'accord. 3-17. Et justement, les spectateurs n'étaient pas contents. Mais vraiment, vraiment pas contents. Ils ont crié au scandale, comme quoi il y avait de la corruption, comme quoi ça avait été truqué, etc. Il y a eu un petit peu de caillasse Enfin, en tout cas, ils ont dû sortir un peu les joueurs avec 250 policiers qui étaient présents. Déjà, à l'époque, il y avait des petits problèmes. Exactement. Je pense que c'est... on va dire que c'est dans notre cœur de vouloir gagner. Oui. Et que quand on ne gagne pas, on n'est pas content. Mais voilà, donc ça, c'était aussi la petite anecdote pour le rugby. Et ça me fait penser justement aussi au tennis, qui, pareil, a disparu, donc qui a été présent en 1924, qui a disparu après des radars, qui est revenu seulement en 1988 à Séoul, au jeu de Séoul. Et ce qui est quand même bizarre quand on voit que c'est quand même des grands sports Oui, c'est vrai. qui ont disparu pendant ce temps-là. Mais je reviendrai avec quelques petites anecdotes sur le tennis, justement, parce que, pareil, je pense que les Américains, on aurait préféré qu'ils ne soient pas là. Également, alors là, les Finlandais. Alors c'est vrai que c'est pas ceux où on entend le plus parler en général sur les... Ça, je savais qu'il y a une histoire entre les Finlandais et cette édition de JO. Exactement, les Finlandais volants, ou tout au moins un Finlandais volant, qui s'appelle Paavo Nurmi, qui lui... Alors clairement, ils ont dominé. 10 médailles d'or, ce qui est quand même pas rien. 5 pour Paavo Nurmi, mais surtout, il a remporté le 1500 mètres et le 5000 en l'espace de 2 heures. Ah oui. Exactement. C'est-à-dire qu'en gros, il a terminé le 1500. 58 minutes après, il prenait le 5000. C'est quand même dingue. Et il n'a pas fait que ça. Parce qu'il a battu les records olympiques. Donc c'était vraiment le héros, on va dire, de l'édition de Paris. Alors, il n'y a pas... Ou l'un des héros, du moins. Il n'y a pas eu que lui, parce qu'effectivement, il y a 2 Finlandais qui se sont distingués, mais c'est surtout que la capacité physique derrière pour pouvoir faire ça, je tiens mon chapeau. Après, aujourd'hui, les Finlandais, c'est pas ceux qui nous font le plus peur maintenant sur les Donc Jeux vraiment, olympiques. il y avait une espèce de génération, on va dire, en athlétisme en Finlande à cette époque. Exactement, franchement, une domination Ouais. complète, parce que quasiment, c'est pas compliqué, toutes leurs médailles d'or sont quasiment... Oui, je crois 10 sur 14, il me semble. Exactement, sont totalement, en tout cas, sur l'athlétisme. Un autre petit fait,
c'est le Britannique Eric Liddell. Alors c'est drôle parce qu'en plus son histoire a inspiré un film qui s'appelle Les Chariots de Feu, Ah oui, très connu. qui a remporté d'ailleurs 4 Oscars, que je me trompe pas sur la date, en 82 il me semble, effectivement en 1982, donc 4 Oscars pour ce film. Est-ce que tu sais de quoi il traite? Pas du tout. En fait, je connais le titre, je sais que la musique est très connue aussi. Exactement. Evangélis, mais je ne sais pas de quoi le film parle en fait. Et bien tout simplement, pas vu. donc du coup de Eric Liddell, qui était donc le grand favori du 100 mètres, mais en fait il était protestant. Et la finale se déroulait un dimanche, jour du Seigneur. Donc D'accord. du coup, il n'a pas pris part en tout cas à la finale. Donc c'est son compatriote Harold Abrahams qui remporta donc du coup le 100 mètres. Et lui, il a pris donc du coup le 400 mètres parce que ça se déroulait un jeudi. Et c'est ce qui a effectivement inspiré en tout cas le film Les Chariots du Feu. Toi, tu l'as vu le film ou... Non, pas du tout. D'accord. Moi non plus. Pas du tout. Après, effectivement, il est connu Oui, de oui, nom. ouais. On en connaît beaucoup de choses. Ouais. Mais c'est vrai qu'effectivement, c'était. Et j'avais même pas fait j'avais pas fait le rapprochement sur le moment. Mais en tout cas, voilà une autre petite anecdote pour ces JO, effectivement. Mais c'est plein de petites anecdotes qui sont marrantes un petit peu comme ça. Et c'est vrai qu'à l'époque, je pense qu'on avait plus d'anecdotes qu'on pourrait l'avoir en tout cas. On verra à la fin des JO de cette année. Oui, voilà, mais aujourd'hui, c'est parce que c'est pareil. Hein, à l'époque, ça restait quand même des amateurs. Le sport professionnel n'existait pas. On vous en a déjà parlé. Et donc, du coup, forcément, il y a aussi beaucoup de choses qui. Je pense pas qu'il y aura de forfait pour raison religieuse cette année. Non. Finale. Bah, en tout cas, normalement, non. Après, on ne sait pas ce qui peut arriver. Également. Alors justement, on va repartir un petit peu sur le tennis, parce que le tennis, quand même, à l'époque, on était... Les mousquetaires. Ouais. Et alors, il y a les 4 mousquetaires, effectivement. Il y a eu également Julie Vlasto, qui est donc la seule Française à avoir remporté, donc en simple, une médaille d'argent. Et là, vous allez pouvoir me dire, mais du coup, Suzanne Lenglen était où? Et ben malheureusement, en fait, elle a dû abandonner. Et pourtant, elle dominait, parce que donc 1924, elle dominait donc sa discipline sans perte depuis 1919, mais malheureusement, effectivement, elle a dû abandonner pendant les Jeux, en tout cas, de 1924. Mais on va dire effectivement qu'on a eu les 4 mousquetaires qui se sont un petit peu démarqués, alors pas avec l'or, bien évidemment, mais avec l'argent et le bronze sur le double, sur le tennis double donc des messieurs, donc avec... Tu les connais, les noms des 4 mousquetaires? Attends, laisse-moi. Jean Borotra, Henri Cochet, René Lacoste et j'ai un trou sur le dernier. Et Jacques Brugnon. Ah, Mais du coup, tu m'avais pas fait les duos. Donc, c'est Borotra et Brugnon ensemble, effectivement. Crochet et Lacoste. Cochet, pardon. Ouais. Et Lacoste ensemble. Et d'ailleurs, Henri Cochet, lui, il s'est fait donc battre en finale par un Américain, justement, Vincent Richards, qui, donc, du coup, a pris l'or et les Américains ont raflé toutes les médailles d'or au tennis. C'était un peu les meilleurs de l'époque en tennis. Et alors, même si on aurait pu, hein, parce que malgré tout, on a été loin, mais effectivement, on a préféré prendre la 2e et la 3e place, apparemment. C'est bien dit, ça. Mais pas la J'aime première. ton optimisme. Heureusement, dans tous les cas, avec le temps, on a pu se rattraper, en tout cas, sur les Américains. Pas forcément sur d'autres nations, mais sur les Américains. Également, une dernière petite anecdote sur ces Jeux de 1924. Il y avait un naufragé du Titanic. Effectivement, un naufragé, un survivant, du coup, s'il a pu effectivement être là. Et il s'appelle donc Richard Norris, donc pareil, tennisman. D'accord. Et qui lui, en fait, donc quand il partait pour Boston, il est monté avec son père sur le Titanic et lors du naufrage, justement, il a sauté de 12 mètres de haut, donc dans l'eau glacée qui était donc à l'époque à moins 2 degrés. Donc pour rappeler la date, hein, c'était le 14 avril 1912. Donc on est quand même, c'est pas très, enfin il y a quand même 12 ans entre les deux. Mais cependant, en tout cas, il a failli perdre l'usage de ses 2 jambes par le fait justement de cette eau glacée où il a dû nager jusqu'à un bateau sur un canot de sauvetage qui était pas loin. Il s'est fait reprendre après par le Carpathia. Tout le monde le connaît, le Carpathia pour le Titanic. Et là, justement, les médecins ils voulaient amputer ses jambes. Ah oui. Sauf que lui, il était déjà très bon en tennis. Il a dit non, moi je vais me remettre. Et en fait, il a commencé à essayer de marcher sur le pont du Carpathia. Et 12 semaines après, il était en compétition de tennis où il a affronté un autre rescapé du Titanic. Mais non. Si.
Effectivement, qui à l'époque donc du coup prenait sa retraite et on le retrouve effectivement après donc aux Jeux de 1924 il devient du coup champion olympique du double mixte Belle histoire. à Paris 1924. Et ça c'est les anecdotes. Alors c'est sûr que c'est là où on voit qu'il y a autre chose en fait dans ces jeux où le sport aussi était autre chose, était vraiment, enfin bien évidemment aujourd'hui c'est toujours des passions aussi, mais c'est des choses qui sont partie prenante en fait dans la vie, mais il y avait tellement de choses à cette époque-là que ça rend les jeux en fait tellement comme un film en fait. C'est vraiment comme un film. Donc voilà en tout cas pour les petites anecdotes sur les jeux. Et pour finir, donc du coup, la France a fini 3e en tout cas, avec 13 médailles d'or, 15 d'argent et 10 de bronze, qui font 38 médailles en tout. Derrière, les Finlandais, parce que 14 médailles d'or, 13 médailles d'argent et 10 de bronze, qui fait 37 médailles au total. Et les tout premiers, bien évidemment, vous l'avez compris, les États-Unis, 45 médailles d'or, 27 médailles d'argent et 27 médailles de bronze, qui leur fait un total de 99 médailles. Donc du coup, on peut quand même considérer que ces jeux, à l'époque donc de 1924, étaient des jeux donc remplis quand même d'exploits, de magnifiques anecdotes, je trouve en tout cas sportives, de beaucoup de désillusions également, et voilà, et c'est quelque chose de plutôt sympa. Et donc du coup, je rappelle pour pouvoir faire la transition que tout ça représente seulement 126 épreuves et qu'aujourd'hui, je pense que nous allons être à beaucoup plus et surtout avec beaucoup plus de sportifs. Tout à fait. Donc là, si je ne me trompe pas, on est à 329 épreuves pour Paris 2024. Voilà, donc on est quand même un peu quand même sur le triple, quoi. Et le Pas chiffre loin. d'athlètes, on en parle très souvent dans les médias, 10 500 à totale parité. Donc voilà, c'est souvent ce qu'on met en avant. Donc, Et du coup, c'est là où on voit justement toute la progression qu'il y a pu y avoir sur les Jeux Olympiques. tout à fait. Donc on est à 28 sports, ce qu'on appelle de base olympique, et ce qu'on appelle les 4 sports additionnels. Est-ce que tu les connais? Moi je les ai en tête, je crois, il me semble, pour Paris. Alors, le breakdance, déjà. Voilà. Il y a le skate. Oui. Il y a... faut pas que je confonde avec ceux d'avant. Je crois qu'il y a l'escalade, il me semble. Il y a escalade, effectivement. Et On va en parler breaking, après, skate, le surf. et le surf, bien évidemment. Et d'ailleurs, donc du coup, il y avait, à l'époque, 1924, 17 sports. D'accord. Donc pareil, on voit qu'il y a une progression. Je fais un petit rappel du calendrier. On a attribué les Jeux de Paris en 2017, mais évidemment, leur projet a été présenté en amont. Donc ils ont exposé un peu leur projet pour les sites un an auparavant, en février 2016. Et donc ça a été retenu par rapport à ça. Ensuite, la liste définitive des sites a été validée en 2020, avec quelques petites modifications en 2022. Il y a un petit peu des jeux de chaises musicales, comme on dit. Toujours. Alors je vais préciser rapidement, donc on sait qu'au départ, on avait un centre olympique aquatique à Saint-Denis. Tout à fait. Qui a été... Qui d'ailleurs, si je ne me trompe pas, qui a été inauguré il y a quelques jours. Exactement, il n'y a pas si longtemps. Il Voilà. est très beau, il est en face du stade. Sauf qu'à la base, il devait être le centre aquatique principal, avec 15 000 places. Le Covid est passé par là. Ouais. Du coup, on l'a fait moins grand que prévu. Et donc, les épreuves de natation et les finales de water-polo auront lieu à la Défense Arena, qui est plus grande et qui répond aux normes. Tout à fait. Donc de là, il y a eu un petit peu un jeu de chaises musicales. Et notamment, l'une des conséquences, c'est que le basketball, qui aurait dû être à Paris-Bercy, se retrouve à Lille, Ouais, au stade Pierre-Mauroy. exactement. Et pourquoi justement à Lille? Parce qu'il y a un grand stade de foot qui est transformé en stade de basket pour l'occasion. Alors le seul petit bémol, c'est que vu que les matchs de basket ont lieu le lendemain de la cérémonie d'ouverture, on ne sait pas encore si les joueurs, notamment américains, seront là sur les bateaux. On va en parler après, ça sera un petit peu dommage. Après, on sait forcément que dans des JO, entre les plans qu'on a au départ et ce qui se passe à la fin, il y a évidemment des modifications. C'est comme ça. Donc, voilà. Donc je disais auparavant, donc 36 sites pour les JO de Paris 2024. Et en fait, le COJO vraiment a appelé ces jeux de l'existant. En fait, on veut vraiment pas trop faire de nouvelles structures. Donc 26 des 36 étaient déjà existants. En même temps, en France, on n'a pas forcément besoin non plus. On a Voilà. quand même cette chance de pouvoir avoir quand même pas mal d'infrastructures. Et on sait aussi que c'est quand même des coûts de reconstruire. Bien sûr. Donc ça impacte le budget aussi. Et donc 3 nouveaux sites ont été construits spécialement pour les JO. On peut en parler dès maintenant si tu veux. Donc il y a l'Adidas Arena, porte de la Chapelle, qui est déjà inauguré. On a donc le fameux centre olympique aquatique qui a été inauguré il y a quelques jours. Et on a également le site du Bourget pour l'escalade. Tout à fait. Et donc forcément, donc 36 sites existants, 3 nouveaux. Et donc le reste, ce sont des sites provisoires qui seront, entre guillemets, démontés donc, après les JO. Même si, pour le cas du Grand Palais éphémère, on avance peut-être qu'il ne sera pas aussi éphémère que ça. Donc, peut-être, effectivement. Je pense qu'il y a beaucoup de questions qui vont se poser aussi, qui vont se poser après.
Alors, on parlait auparavant des JO de Paris 1924, qui étaient principalement, du coup, même totalement à Paris. Région parisienne, tout à fait. Là, évidemment, même si le nom, c'est Paris, on sait qu'ils n'ont pas seulement lieu à Paris, mais également en région parisienne, en Île-de-France, et également en province. Tout à fait. Mais ça aurait fait bizarre quand même de dire France 2024. Oui. Et donc, j'ai fait le décompte, ça concernera un total de 22 villes, ces JO de Paris c'est pas mal, 2024. C'est pas mal. Oui. Donc, il y a évidemment un site qui est, on va dire, central, c'est le village olympique. Bien sûr. Qui a été construit spécialement pour l'occasion. Il y avait plusieurs projets. Qui est d'ailleurs à Saint-Denis. Tout à fait. Il y avait plusieurs projets à la base, notamment Pantin et le Bourget. C'est donc Saint-Denis qui était retenu. Et évidemment, on pense à l'après. Et on sait qu'ils seront donc des logements, donc 3500 logements qui seront utilisés donc, après ces JO. Tout à fait. Et évidemment, comme il y a d'autres villes, il y aura d'autres villages olympiques moins grands, par exemple à Marseille où les épreuves de nautique ont lieu. Oui, mais c'est bien ça justement d'avoir plusieurs villages quand même sur un petit peu partout pour que justement la ferveur puisse prendre un petit peu partout. Je pense que ça va être surtout ça va être un peu la folie dans toutes les villes. Tout à fait. Donc un autre site évidemment majeur pour les JO, c'est l'ouverture. Donc la cérémonie, elle a lieu pour la première fois dans l'histoire des Jeux Olympiques hors stade. Ouais. Donc c'est un défi un petit peu de la France. En même temps, à Paris, ça aurait été dommage de se louper. Et donc elle a lieu sur la Seine avec ce défi que les délégations donc sont sur des bateaux. Ouais. Et donc vont défiler, je crois, d'est en ouest, donc sur la Seine. D'est en ouest, tout à fait. Et je pense que ça va être vraiment, pour le coup, une très belle cérémonie. Alors, le seul détail, c'est qu'il n'y a pas de plan B en cas de pluie. Non, mais c'est les jeux. Du moins, c'est ce que j'ai lu. Donc, après, en même temps, dans un moment, si on a la pluie, si on a réussi à avoir la pluie en mois de juillet, c'est vraiment qu'on n'aura pas eu de chance. Donc voilà, on espère qu'il n'y aura pas de météo capricieuse. Et, donc c'est le 26 juillet, normalement. Ou des athlètes qui tombent à l'eau, on ne sait pas. Hein. Oui. Alors donc, on peut parler également du nombre de billets pour cette cérémonie d'ouverture. Ouais. On avait annoncé au départ 600 000 et il s'avère que ce sera beaucoup moins. Donc ça va être 222 000 billets gratuits, mais sur invitation, attention. Oui, ce serait trop beau. Voilà, et donc 104 000 billets payants. Donc voilà, avec forcément une meilleure visibilité pour les billets payants que les billets gratuits. D'ailleurs, ça me fait penser à un point que j'ai pas dit avant, c'est qu'en 1924, on a eu quand même 625 000 spectateurs pour les Jeux, ce qui est quand même pas mal. Alors, là, j'ai pas le chiffre, mais c'est forcément des millions. Mais ça sera bien évidemment beaucoup plus, mais pour l'époque, c'est quand même. Oui. Enfin voilà, ça m'a fait penser à ça quand tu venais de dire pour l'ouverture. Ok, donc le stade olympique, tu en parlais auparavant, c'était donc Colombes pour 1924. Oui. Là, évidemment, on en a parlé quelques semaines pour notre podcast, c'est le Stade de France. Tout à fait. Qui va devenir donc le premier stade au monde à avoir accueilli à la fois les finales de Coupe du Monde de rugby et football et stade olympique. C'est vrai. Donc du coup, c'est le seul qui a les trois. Voilà, casquette, on va dire. Exactement. En tout cas, c'est quand même majeur, quoi. Oui. Et donc, qu'est-ce qui se déroulera au Stade de France pendant les JO? Donc, on a l'athlétisme, le rugby avec à 7. Les pistes violettes. Et évidemment, pas en même temps, parce que le rugby à 7, en fait, ça a lieu au début. Oui. Du coup, avant l'athlète qui va prendre le relais ensuite. Tout à fait. Et évidemment, la clôture, mais ça, on va en parler un peu plus tard. Donc, également, on en parlait également auparavant, un site important, c'est donc ce centre aquatique olympique de Saint-Denis qui a été inauguré il y a quelques jours. Comme on l'a dit, on n'aura pas donc la natation en ligne et les finales de water-polo, puisque le stade n'est pas assez grand pour ça. Mais on aura quand même à Saint-Denis natation synchronisée, plongeon et le début donc du water-polo. Ce qui est déjà pas mal. Hein. Et on parlait donc auparavant d'avenir. Il s'avère que Saint-Denis, c'était une ville assez sinistrée en piscine. Ouais, c'est vrai. Et donc, du coup, ça va permettre d'augmenter un peu ce nombre de piscines par habitant à Saint-Denis. Bah, en fait, là, ça fait vraiment un bon petit cercle sportif. Hein, parce que vraiment, c'est juste en face. C'est vraiment juste à côté. C'est plutôt joli. Et tant mieux si ça peut servir, bien évidemment. Et puisqu'on parle de recyclage, donc la natation a lieu à la Défense Arena, dans des bassins provisoires. Ouais. Qui seront après déplacés dans d'autres villes, donc à Bagnolet et à Sevran. Toujours bizarre quand on déplace les bassins. Mais bon, en tout cas, c'est des très très bonnes nouvelles pour ces villes qui vont accueillir des piscines toutes neuves. On a également une salle qui a été inaugurée très récemment, l'Adidas Arena, bien sûr. à la porte de la Chapelle, elle qui est déjà inaugurée. Ça a commencé par un match de basket, du Paris Basket, il me semble. Et depuis, on a eu une grosse épreuve de skateboard, dont on a parlé sur notre page récemment, et du badminton également, grosse compétition. Et on aura là-bas, pour les JO, dans cette salle de 8000 places, le badminton également, et la gymnastique rythmique. Puisque la gymnastique artistique, elle est ailleurs, il me semble qu'elle est à Bercy, je crois. Oui, elle est à Bercy. Ok. Avec le basket, donc les phases finales, et le trampoline. Ça reste dans tous les cas des très beaux écrins hein, pour ces disciplines. Maintenant, si on parle donc des salles... Il y a un autre très bel écrin aussi, d'ailleurs.
Oui, le Grand Palais, tu peux. Mais bien sûr. Donc, Je pense que c'est un des plus bels écrins quand on est au cœur de Paris. Alors, le Grand Palais, tout le monde sait qu'il accueille l'escrime, Bien sûr. mais il y a également le taekwondo là-bas. Oui, c'est Donc, vrai. voilà. Donc, c'est une des salles existantes qui a été, on va dire, rénovée pour ces JO de Paris. Oui, mais le Grand Palais, c'est quand même un endroit qui accueille énormément quand même de grands sports ou de grandes manifestations sportives. Voilà. Et non, moi j'aime beaucoup le Grand Palais en général. Donc, c'est une des salles existantes qui va donc être utilisée pour ces JO. On a Ouais. également l'Arena Paris-Nord avec la boxe, l'escrime pour le pentathlon moderne, puisque l'escrime, donc, on va dire, normal, entre guillemets, est au Grand Palais. Mhm. On a donc ce Grand Palais éphémère dont on parlait auparavant. Oui. Donc, judo et lutte. Donc, éphémère, peut-être pas. Arts martiaux, ouais. Oui, peut-être qu'ils vont le garder après les JO, c'est un petit peu dans les tuyaux, on va dire. Alors, une salle qui va être extrêmement occupée, c'est le Parc Expo de Versailles. Il y aura pas moins de Toujours, 4 très occupé. sports. Tennis de table, on sait que la France est actuellement Tennis de table, en pleine bourre dans ce sport. Le volley, le hand et l'haltérophilie. Donc, vraiment beaucoup de sports dans cette salle de Versailles. Évidemment, les stades mythiques, Roland-Garros pour le tennis, Parc des Princes pour le foot, ça c'est un peu logique. J'en parlais auparavant. Donc, ça aurait fait bizarre quand même de pas être. Oui. On a évidemment donc, Bercy, donc, qui maintenant s'appelle l'Accor Arena, avec donc la gym, les phases finales de basket. Mhm. J'en parlais aussi, donc le trampoline. Le fameux Yves du Manoir, Tout à fait. avec le hockey sur gazon et son terrain bleu, Oui. qui a été donc Qui a refait Peau Neuve, justement. entièrement refait. Donc le vélodrome national à Saint-Quentin, il me semble, avec le BMX et le cyclisme sur piste. Et j'en parlais auparavant, donc le site du Bourget, qui est un site nouveau pour l'escalade. Oui. Alors là, on parle des installations donc déjà existantes, mais il y a aussi forcément les provisoires en extérieur. Par exemple, au Champ de Mars, on a le beach volley. Mhm. On a donc sur le pont Alexandre III le triathlon, la nage en eau libre, la marche, le marathon et le cyclisme. Donc ça, c'est à peu près des Champs-Élysées. Le tir à l'arc aux Invalides, pardon. On a également donc sur la base nautique de Vers-sur-Marne, bien connu tout ce qui est sport nautique, donc canoë, kayak Bien sûr. et aviron. Ça, c'est un peu une C'est tradition. un peu leur vivier en plus. Donc, Tout à fait. Un peu une tradition également à Versailles, au château de Versailles, hein, tout ce qui est Bien sûr. équitation. Bien sûr. Donc, voilà. Logique. Sur la colline d'Elancourt, donc j'ai appris ça, le point culminant en Ile-de-France, à 231 mètres. C'est vrai. Donc c'est là qu'ont lieu les épreuves de VTT, du coup, avec de descente. On a également le golf national à Saint-Quentin en Yvelines, donc avec les épreuves de golf. Et donc à la Concorde, c'est vraiment un petit peu le centre des sports urbains, on va dire. Allez. Mais oui. On a donc BMX freestyle, Mhm. basket 3-3, donc c'est Normal. un peu le sport à la mode, le skate et le breakdance. Donc c'est un Tout peu à là que fait. auront lieu tous les sports urbains. Mais en même temps, c'est là où c'est là où on peut être le plus en extérieur. Enfin, c'est totalement en extérieur. Ça va être donc c'est là où effectivement, j'espère qu'il va pas pleuvoir. Mais la Concorde a toujours été aussi une place pour justement toutes ces manifestations. On rappelle, il y avait eu le rugby, village du rugby. Tout à fait. Très sympa. Il y a quelques mois. Mais ce qui veut dire, faites attention, bien évidemment, que les métros vont être fermés à cet endroit-là. Donc, on le redit encore une fois, ces jeux, c'est également les jeux de la province et même des CROM, comme on va le voir après. Tout à fait. Puisqu'on a alors, un truc que je ne savais pas, le tir sportif a lieu à Châteauroux. Oui. Donc, on en parlait auparavant, les phases de poule du basket ont lieu à Lille. Et le foot qui lui démarre donc 2 jours avant la cérémonie d'ouverture a lieu Toujours. un peu partout en France, donc Bordeaux, Marseille, Nantes, Lyon, Nice, Saint-Étienne. Ouais. Donc ce qui fait qu'un petit peu tout le territoire est couvert par les Bah, JO. c'est comme ça, au moins, on aura plus de spectateurs et tout le monde pourra aller voir. Alors il me regarder. semble qu'en 1924, les épreuves nautiques avaient lieu au Havre, je crois. Oui, en Normandie. Et là, pour 2024, elles ont lieu à Marseille, à la Marina. Et donc, Tout il y a à fait. vraiment- Bizarre hein, de passer, on va passer en Méditerranée. donc beaucoup d'épreuves de voile, planche à voile, dériveurs, multicoques, etc. Donc ça va être vraiment un beau site pour les JO de Paris 2024. Bah, c'est qu'il va y avoir du monde dans le sud de la France. Tout à fait. Et là, puisqu'on parle nautique, on a beaucoup parlé du lieu d'implantation pour les épreuves de surf. Tout à fait. Ils auraient pu choisir effectivement d'aller là où il y a la fédération de surf directement, mais on va aller un peu plus loin, Donc, il me semble. À Tahiti, 15 000 km de Paris, Tout à fait. sur le fameux spot de Théa Hupo. Ouais. Très connu apparemment. Et donc, alors, Pour la discipline, tout à fait. par la force des choses, c'est la première fois qu'on aura des JO qui s'étendent sur une distance aussi grande. Bah, du coup, oui. Oui. Effectivement. On sait qu'il y a eu quelques controverses par rapport à l'environnement, avec notamment la construction d'une tour pour les juges, puisque forcément, surf, c'est Obligatoire. un sport avec notes. Donc, Oui, du coup, mais puis c'est obligatoire, c'est dans les cahiers des charges. voilà. Et donc, il me semble que la tour en bois n'était pas homologuée pour des JO. Et donc, on a construit une tour en aluminium qui apparemment a respecté donc Qui est rentré un peu plus dans les clous. Voilà, donc c'est là qu'auront lieu les épreuves donc,
de surf à Tahiti avec des chances françaises de médailles apparemment. Oui, on est pas mauvais en général, effectivement. Voilà. Donc évidemment, mais il y aura un public très américain du coup, parce qu'on est un petit peu proche de, en distance, oui. un peu plus proche de chez eux. C'est sûr. Et donc en termes forcément de clôture, là par contre on fait un petit peu plus traditionnel par rapport à l'ouverture. On revient dans un stade. Oui, tout à fait. Là au Stade de France. Alors, après c'est symbolique aussi. Oui. Alors on sait que Et d'ailleurs on aurait pu dans ces cas-là aller à Yves du Manoir pour faire une clôture. On sait que cette année il y aurait quelque chose à faire quand même. À changer maintenant. Un peu tard. Peut-être qu'on devrait peut-être leur envoyer un mail pour leur suggérer. Alors on sait, on en a parlé plusieurs fois dans le podcast, qu'il y a une nouveauté cette année, c'est que le marathon féminin est après les hommes. Tout à fait. Et donc il me semble que la remise des médailles du marathon féminin aura lieu pendant cette cérémonie de clôture. Et effectivement, on vous en avait déjà parlé effectivement sur le fait que pour une fois on inversait en tout cas, mais voilà. C'est normal, c'est Paris. Oui, et donc les femmes seront mises à l'honneur pendant cette cérémonie avec la remise des médailles du marathon. Et évidemment, il y a un peu des passages obligés pendant cette cérémonie, notamment les drapeaux et évidemment l'extinction de la flamme olympique. Donc c'est vraiment là que exactement, et ce sera effectivement le point final de ces Jeux tant attendus. Ce sera donc le 11 août au Stade de France. Donc voilà, on s'en rapproche vraiment à grands pas, Sandra. Oui, c'est vrai, c'est très bientôt. Donc Mais ce sera pas la fin quand même du sport sur l'été. Oui, parce qu'on sait qu'on en parlera évidemment ultérieurement, mais on a également les Jeux paralympiques tout à fait. Qui arriveront rapidement après, avec pas mal de sites communs avec les JO. Oui, heureusement, entre guillemets. Parce que bon, il y a quand même des sports qui sont... y a beaucoup de sports qui sont identiques, et c'est vrai que ça va être en tout cas très sympa. Donc voilà, donc si vous avez des billets pour les JO, n'hésitez pas à nous partager, quelles épreuves vous intéressent. Ouais, dites-nous ce que vous allez voir effectivement comme compétition pour ces Jeux... de Paris 2024, si vous avez réussi à en avoir, si vous allez voir plusieurs. Peut-être d'ailleurs, vous avez eu la chance d'avoir votre ticket pour la cérémonie d'ouverture. En tout cas, n'hésitez pas. Ou peut-être que vous allez totalement, pour ceux qui habitent Paris, peut-être que vous allez totalement fuir Paris lors de ces Jeux. Parce qu'on sait aussi que ça va être, en tout cas, va y avoir du monde. Ça va être très festif, mais également très... j'ai juste le terme en anglais, mais pas en français. En tout cas, ça va être assez bondé. Busy. Ça va être oui, voilà, j'allais dire crowded, mais effectivement, en tout cas, ça va être quelque chose de très beau. Donc là, voilà, en tout cas, vous avez les sites pour pouvoir aller voir. Et l'avantage, justement, c'est que quand même, en faisant des épreuves à l'extérieur, comme là, on a sur la place de la Concorde, on a quand même des possibilités d'aller pouvoir aller voir certains sports sans forcément être assis ou être spectateur totalement comme on l'entend. Même cette cérémonie d'ouverture, même si les ponts, on sait qu'ils vont être relativement... bloqué, mais il y a quand même moyen de pouvoir aller les regarder. Je pense même que pour le marathon, il y a, s'ils ne me trompent pas, des sections gratuites pour assister à la course. Donc. Voilà. Tout n'est pas payant. En tout cas, il y a quand même des possibilités, on ne dit pas tout, mais il y a quand même des possibilités pour pouvoir profiter de ces Jeux. Voilà. Chacun à notre manière, on va dire. Tout à fait. Ou sinon, il y a la télé. Des fois, on voit mieux sur la télé qu'en vrai. Voilà, donc ça, c'est dans 101 jours, précisément. Exactement. Donc on vous dit en tout cas, merci à tous de nous avoir écoutés. On espère que vous avez appris des choses. Mais voilà, en tout cas, ce parallèle, il était pour nous assez sympa de le faire, et surtout de pouvoir voir en fait la progression qui a pu y avoir dans les Jeux, hein, bien évidemment, pas que de Paris à Paris, mais toute cette progression, bien évidemment, qui est arrivée au fur et à mesure, même avec les autres pays qui ont reçu ces Jeux. En tout cas, aujourd'hui, on en arrive avec beaucoup d'athlètes, beaucoup de disciplines. On voit que ça a bien grandi, et voilà. Donc en tout cas Paris 1924 est également une très belle édition. Et on souhaite bien évidemment que 2024 soit aussi anecdotique ou aussi surprenante que celle de 1924. On fera le bilan un petit peu plus tard, on va dire. Effectivement. Merci à tous en tout cas, et on vous dit à la semaine prochaine. Salut à tous. Au revoir.